Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir pris le rendez-vous de votre émission dominicale Zone Franche. La Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD sera-t-elle devenue le tremplin sûr pour accéder à la magistrature suprême au Bénin? Le chemin qui mène du siège de cette institution bancaire de l'espace UEMOA à Lomé vers le palais de la Marina à Cotonou a été parsemé de succès pour Boni Yayi, puisqu'il a conduit ce chemin, il a conduit à la victoire le chantre du changement en avril 2006. Cette expérience suscite certainement et fait des émules. Et voici Abdoulaye Biotchane, plus connu sous le sigle nom ABT. Voici le succès de Boni Yayi à la BOAD, qui lui aussi brigue la magistrature suprême. Et comme Boni Yayi, il joue dans le même registre. La gestion du pays avant lui est calamiteuse. Pour l'équipe de campagne d'alors de Boni Yayi, le pays était conduit à la catastrophe et il fallait réaliser le changement. Aujourd'hui, l'équipe de campagne de Abdoulaye Biotchane estime que de 2006 à 2011, le pays a été aussi conduit à la catastrophe et aujourd'hui, il faut rectifier le changement. Voilà pourquoi nous recevons pour vous ce matin sur ce plateau, dans la zone franche, le porte-parole de la coalition ABT, Maître Raymond Dossa. Avec notre invité du jour, nous passerons d'abord au crible d'une analyse critique, le bilan du quinquennat finissant, avant, dans une deuxième partie, d'explorer les grandes lignes de la vision de Abdoulaye Biotchane au plan politique, économique et social, au cas où les Béninois lui feraient confiance le 27 février prochain. Je vais animer cette émission, non pas avec mon collègue Winner Abessi, qui a quelques petits soucis de santé, mais avec mon collègue André Dossa. Bonjour André. Bonjour Brice Ossou. Bonjour Maître Raymond Dossa. Bonjour. Je rappelle que c'est une pure coïncidence. Votre Dossa n'a rien à voir avec le mien. Vous savez, le Bénin regorge d'une panoplie de familles, de collectivités Dossa, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc voilà, qui est donc clair. Je rappelle d'abord, bonjour chers amis téléspectateurs, que cette émission est suivie sur Fraternité FM, à Paracourt, sur Candy FM, dans la ville dont elle porte le nom, cette radio, mais aussi par l'ensemble de nos compatriotes un peu partout dans le monde, grâce à notre réseau satellitaire. Maître Raymond Dossa, vous êtes le porte-parole de la coalition ABT 2011, une coalition qui porte la candidature du président de la BOAD, Abdoulaye Biotchane. Alors, le Conseil des chefs d'État, le sommet des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le mois, vient de valider la proposition du chef de l'État, le président Boni Yayi, de faire remplir votre candidat, Abdoulaye Biotchane, à la tête de la BOAD, par notre compatriote Christian Dovelandé, mais à condition que la Cour constitutionnelle valide sa candidature. Votre avis? Je vous remercie. Je vous remercie. Et avant d'entrer dans le vif de cette émission, je voudrais remercier l'ensemble de votre rédaction, les autorités de cette maison pour tout le combat que vous menez pour que la liberté de presse se diversifie et se consolide au Bénin. Alors, quant à votre question, je crois qu'il faut mettre les choses à leur vraie place. Ce qui s'est passé, ce n'est pas exactement ce que vous avez indiqué. Car les choses ne se passent pas de cette manière. Nous l'avons déjà indiqué, l'UEMOA est l'employeur du président de la BOAD. Et ce qui s'est passé hier, le président béninois a tenté de proposer une candidature et de faire remplacer immédiatement, dès l'annonce de sa candidature, l'actuel président de la BOAD, Abdoulaye Biotchane, et il lui a été opposé une fin de non-recevoir. Hier, les chefs d'État ont simplement estimé qu'on appliquerait à ce cas-là les usages de la maison. Et les usages de la maison, c'est dès lors que la Cour constitutionnelle a validé la candidature du postulant que le poste devient vacant et on peut y pourvoir. Mais encore une fois, ce n'est pas le chef de l'État béninois qui pourvoit. La demande est faite, la proposition est faite à la conférence des chefs d'État qui examine la demande et mettre qui ils entendent mettre à la tête de la banque. Ouais, ce qui s'est passé, voilà. Ce n'est pas très exactement conforme aux usages, puisque tout au moins nous savons qu'en 2005-2006, lorsqu'il était question que le président Boni Yayi, alors président de la BOAD, postule à la magistrature suprême ici, on ne l'a pas remplacé immédiatement, il n'y a pas eu une proposition immédiate pour le faire remplacer.
Voilà. Alors qu'aujourd'hui, il y a un nom, Christian Dorvelandé, qui va le remplacer. On sait déjà que c'est lui qui va le remplacer dès que sa candidature sera validée. Non, tout à fait, c'est ce que je vous dis. Je vous dis, l'usage consiste à attendre que la candidature soit validée avant de pouvoir un remplacement. Tout ce qui se fait avant et toutes les informations qui nous parviennent procèdent, je crois que vous en convenez avec moi, du harcèlement habituel. Oui, mais justement, M. Raymond Dossa, nos informations qui nous sont parvenues du siège de l'UEMOA, nous avons des amis là-bas, on nous a dit que la candidature de Christian Dorvelandé, telle que proposée par le chef de l'État béninois, n'a pas été totalement balayée du revers de la main, seulement que cela a été mis en stand-by et que les chefs d'État ont estimé qu'il fallait attendre que la Cour constitutionnelle du Bénin valide d'abord la candidature de M. Biotchané et qu'en ce temps-là, on pourra mettre sur la sellette la candidature de Christian Dorvelandé. Et vous savez, les usages au niveau de l'espace moi aussi, c'est que jusque-là, quoique le sujet de rotation ne soit pas écarté, c'est que ce poste-là revient au Bénin. Et donc, je crois que probablement, ça va être M. Christian Dorvelandé qui prendrait la tête si la candidature de ABDT était validée. Encore que votre souci doit être que cette candidature soit validée, sinon vous n'aurez pas de raison d'être porte-parole de la coalition qui porte sa campagne. Tout à fait. Non, je ne saurais, ce que je dis simplement, je ne saurais confirmer ce que vous dites, puisque je vous dis que la procédure n'est pas celle que vous indiquez. La procédure est que le chef de l'État béninois a pouvoir pour faire une proposition. Et cette proposition, en temps utile, va être examinée par la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, la question n'étant pas à l'ordre du jour. Lorsque la Cour constitutionnelle aura validé la candidature de Abdoulaye Biotchané, le problème reviendra à l'ordre du jour et la conférence des chefs d'État de l'UEMOA avisera. Ok, toujours dans le même registre, en ce qui concerne ce sommet des chefs d'État de l'UEMOA, il y a une décision qui concerne la Côte d'Ivoire aussi. On va venir au Bénin, juste deux questions à l'international, où M. Dakourou Tablé, l'actuel gouverneur de la BCEAO, a pratiquement été forcé à la démission, puisqu'il a dit qu'il a démissionné, quoique le Kangouabo dise qu'il a été forcé à la démission, et on a demandé à M. Ouattara de proposer quelqu'un d'autre pour le remplacer. Qu'est-ce que vous en dites rapidement? Et vous en profiterez pour nous dire un mot sur votre appréciation du conflit ivoirien, parce que nous sommes aussi concernés quelque part par le conflit ivoirien. Tout à fait. Bon, le conflit ivoirien, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que, comme l'a indiqué le président ABT lui-même à plus d'une reprise, il y a un président reconnu par la communauté internationale. L'ensemble de la communauté internationale, puis-je dire, aujourd'hui. Alors, il faut s'en tenir à cela. Donc, le président légitime de la Côte d'Ivoire, avec les derniers dénouements, je crois que vous les avez suivis, l'annulation de l'accréditation de l'ambassadeur de France à Abidjan, à France, il a opposé une fin de non-recevoir en indiquant simplement que c'était une décision nulle et non avenue. Car la France ne reconnaît pas la légitimité de Gbagbo. Donc je crois qu'il faut qu'on s'en tienne à ça. Il y a un pouvoir légitime, un pouvoir avalisé, reconnu par la communauté internationale. Et c'est ce pouvoir-là que je crois que nous reconnaissons et il faut s'en tenir à cela. Quant aux difficultés de la banque, je crois que les explications que j'ai suivies, je crois comme vous d'ailleurs, c'est qu'il y avait eu des instructions des chefs d'État qui n'ont pas été suivies. Alors ces institutions étant dirigées par les chefs d'État, je crois que lorsqu'un fonctionnaire, quel que soit son rang, refuse de respecter les instructions données et de les mettre en application, eh bien, il pourrait encourir la démission. Maître, nous allons profiter de l'UEMOA pour rapidement aborder cette actualité, cette autre actualité internationale qui aujourd'hui fait la une, mobilise toutes les attentions. En Tunisie, cette révolution des palais ou révolution tout court, ça dépend, c'est assez diversifié, les appréciations un peu partout. Le peuple tunisien, après plus de 2 décennies d'oppression, de dictature, a finalement décidé de prendre son destin en main. Ben Ali a chuté, il est parti. Vous êtes avocat, donc très concerné par les questions de liberté, de droits humains, de démocratie. Votre appréciation? Merci bien. Non, je suis d'autant plus concerné par ces questions que nous vivons des situations dans ce pays qui nous amènent de temps en temps
à nous interroger sur l'avenir et à nous demander si ces situations ne peuvent qu'être vécues ailleurs. Alors, ce que je pense de cela, c'est que les parades de démocratie, les semblants de transformation de la société, vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, l'association des femmes arabes que dirige l'épouse du président Ben Ali s'est réunie à Tunis et on en a fait la publicité par le monde comme quoi le régime de Ben Ali célèbre bel et bien la femme africaine. Vous voyez, la Tunisie n'est pas qu'une émergence du verbe, c'est un pays réellement émergent qui a connu des réussites économiques spectaculaires. Malgré cela, la gouvernance étant mauvaise, les libertés publiques étant confisquées, le peuple en est venu à décider que ce régime parte. Et ça doit être une leçon, je crois, aussi bien pour l'ensemble de nos gouvernants et en particulier l'ensemble des gouvernants béninois. Maître Raymond Doussa, revenons maintenant à nos réalités ici au Bénin. Nos difficultés sont là, nos joies également avec leur volume, leur violence. Maître Raymond Doussa, dites-nous, selon vous, quelle est aujourd'hui la situation de notre pays? Non, pour nous, la situation, elle est mauvaise, parce que s'il était bonne, on n'aurait aucune raison de demander à ce que le peuple fasse notre choix le 27 février prochain. Elle est mauvaise tant au plan politique qu'au plan social et au plan économique. Alors au plan politique tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons ici un régime que nous avons qualifié de république bananière il fut un temps. Et la république bananière n'est rien d'autre qu'une république dans laquelle les institutions sont là, il y a une parade de démocratie, mais aucune institution ne fonctionne comme cela se doit. Voilà un État où les fondamentaux de la démocratie, je crois que cela reste clair dans l'esprit de tout le monde, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Un régime de séparation des pouvoirs où l'immixtion d'un pouvoir dans la sphère d'activité de l'autre est absolument interdite. Et comme moi, vous vivez au Bénin et vous savez que rien de tout cela n'est respecté par... Maître Doussa, est-ce que vous n'êtes pas trop alarmiste? Rien de tout cela. Du Bénin que vous dressez n'est pas trop exagéré? Non, je crois que non, puisque vous savez très bien que nous sommes bientôt en fin de mandat, en tout cas, j'espère que ce soit une fin définitive, et les grèves perlées sont devenues des grèves permanentes. Vous savez que nous arrivons à la fin d'un quinquennat où les syndicats sont interdits toujours de marche, où les syndicats sont assis en justice. Les syndicats ont marché récemment. Les syndicats ont marché pratiquement tous les jours. Donc, il fut un temps où il y a eu quelques 2 ou 3 marches qui ont été interdites. Les marches ont été interdites par oui, mais pas tout le temps. Oui, mais ça a été interdit. 2 fois, oui, d'accord. Mais ça pas a toutes été les fois. interdit plus d'une fois. Et dans nos villes et nos campagnes, vous savez que l'opposition n'a jamais pion sur rue, leurs manifestations sont interdites, certains sont pestiférés, nous avons décrié tout ceci, et vous savez que même l'exercice du droit d'association n'est pas reconnu dans ce pays. Et même l'édiction, le plus grave. Soyez un exemple, l'exercice du droit d'association, de quoi vous voulez parler? Non, l'exercice du droit d'association n'est pas respecté, puisque les associations ont la liberté de fonctionner, d'aller et venir, de se réunir. Et vous savez qu'on a interdit à de simples associations de développement leur congrès à Séméret, ce qui a entraîné une bagarre entre les différents protagonistes, et les militants habités, hélas, ont été les seuls à être emprisonnés déjà depuis plusieurs mois à la prison civile de Natitenko. Est-ce que ce seul cas de Séméret, ça suffit pour généraliser et tirer cette conclusion? Non, il y en a, ce n'est pas, le cas de Séméret n'est pas isolé partout dans le pays. Lorsque vous êtes un mouvement, une association, vous êtes d'un bord, en tout cas idéologique, qui n'est pas celui du pouvoir, eh bien, vous ne pouvez pas manifester. Vous ne pouvez pas exprimer vos opinions librement. Cela est très clair. Mais je voudrais, si vous le permettez, insister un peu sur l'immixtion. L'immixtion du pouvoir exécutif dans la sphère des autres pouvoirs. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps,
par une décision de l'exécutif, l'exécution de certaines décisions de justice a été interdite. Et grâce au soulèvement musclé des acteurs, il y a eu du recul. Il y a eu du recul, Dieu merci. Mais vous savez également que les institutions de contre-pouvoir sont mises sous coupe réglée, et le président lui-même a indiqué lors de son bilan, lorsque de son bureau, il appuie sur la pédale, et ça fait ping-pong, ping-pong, et le président de l'Assemblée nationale lui répond ping-pong, ping-pong. Pensez-vous que dans ces conditions, l'Assemblée puisse exercer ses prérogatives constitutionnelles, à savoir contrôler l'action du gouvernement? Monsieur Dessant, on va peut-être aller dans le même registre que vous. Comme je l'avais annoncé pour cette émission, ça va être deux grandes parties. Nous allons avec vous faire une sorte de bilan. Vous nous direz ce que vous pensez du quinquennat finissant. Quelle est votre appréciation, quelle est votre lecture, avant que nous puissions déboucher sur par la suite sur les alternatives que vous proposez pour ce pays. Ok. Alors, dites-nous aujourd'hui, quel est votre bilan, vous, Raymond Dessart, plus particulièrement et plus généralement, vous au niveau de la coalition ABT, après les 5 ans de gestion du changement, parce que vous avez suivi il y a 2 semaines environ, le chef de l'État et son gouvernement, ils ont fait le bilan à la face du monde. Alors vous nous direz ce que vous en pensez et quel est votre bilan à vous du quinquennat qui finit. On va peut-être prendre les choses au plan politique, au plan économique, au plan social. Et vous irez tout à fait. À votre rythme. Oui. Tout à fait. Ben, je vous remercie. Non, je crois que j'en viendrai même à la notion du bilan, mais de manière globale, pour nous, les choses se sont très mal passées. Aussi bien au plan politique, où on a promis la Lune, et puis on n'a finalement rien eu du tout. Vous voulez dire que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs? Les fruits n'ont pas tenu la promesse. Vous voulez dire autrement que le changement qui est promis n'a pas été réalisé? Le changement qui est promis n'a pas été réalisé, puisque le peuple béninois s'attendait à un changement qualitatif, et il a eu droit à ce que quelqu'un appelait fort justement la sueur, des larmes et du sang. C'est ce qu'a apporté ce changement au peuple béninois. Sur le plan social, l'échec est patent, tant en ce qui concerne les mesures qui ont été prises, puisque toute cette politique mise en œuvre de lutte contre la pauvreté n'a donné aucun résultat. Les Béninois en sont encore à l'absolue pauvreté. Vous ne pouvez quand même pas dire que... Le chômage, non, je préfère donner un briefing général et j'irai dans les détails. Donc le chômage des jeunes, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une réalité, vous êtes jeune et vous le savez bien. Nos femmes sont transformées au plan social en d'excellentes marcheuses et elles sont payées pour cela. Et la gratuité de l'école qui a été décrétée et celle de la césarienne n'ont pas non plus donné le résultat escompté, car l'école n'a pas pu être gratuite puisque nombre d'enfants sont encore laissés pour compte, faute de moyens suffisants, parce que les subventions qui devaient accompagner ces réformes n'ont pas été libérées. Alors, dans un domaine où on aurait pu s'attendre à ce que ce gouvernement donne des résultats intéressants, des résultats satisfaisants sur le plan économique, parce que d'abord, le président Yahi Boni est lui-même docteur en économie, il est banquier, il s'est entouré de plusieurs banquiers dont nous avons vanté les mérites, et qui viennent tous de bonnes institutions financières bancaires de la sous-région. Et là aussi, vous savez que c'est la catastrophe, simplement, les finances publiques sont exsangues, et l'économie est en faillite, les hommes et les femmes d'affaires ne savent nullement où donner de la tête à cause justement de leurs créances sur l'État au plan intérieur. Et puis le coton, je reviendrai là-dessus, qu'on avait promis monter à 600 000 tonnes, est resté cantonné en deçà des 200 000 tonnes régulièrement. Donc, globalement, pour nous, c'est un échec. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'un bilan. Ce qu'ils ont présenté, c'est tout au plus une déclaration, j'allais dire, unilatérale d'autosatisfaction. Car un bilan, vous le savez, c'est un b.a.-ba, sans être expert comptable, tout le monde le sait. Un bilan présente un certain nombre de rubriques. Les prévisions initiales qu'on met en rapport avec le passif, d'abord l'actif, ce qui a pu être fait, réalisé avec succès, et avec le passif, ce qui n'a pas pu être réalisé ou ce qui l'a été mal. Alors, dans toutes les rubriques, dans tous les bilans classiques, vous trouvez ces trois rubriques-là.
Mais on nous dit, nous avons réalisé 85% de nos prévisions. Lesquelles? On nous dit, nous avons fait 400 000 kilomètres de route bitumée. Vous connaissez là où c'est fait, vous? Moi, je n'en connais pas. Monsieur Doussa, on nous dit qu'on a fait 600 kilomètres c'est trop de facile piste en terre. Si vous étiez ici, on vous avait demandé de faire le bilan du gouvernement. Qu'allez-vous mettre dans la rubrique actif? Je dirais. Donc, à l'actif, il n'y a pas grand-chose. Moi, je vous ferai le bilan, puisqu'ils ont présenté eux-mêmes leur actif, avec des éléments et des données inexactes que nous pouvons dénoncer. Et si un débat contradictoire vous intéresse sur chacune de ces rubriques, on pourra organiser cela sans aucun problème. Mais en attendant, je vous donne 5-6 points. 5-6 points sur lesquels le gouvernement n'a pas fait que des promesses électorales, mais a pris des engagements. Et je vous dis, le tout premier, c'est l'élévation du taux de croissance à 2 chiffres. C'est un engagement ferme. Eh bien, la croissance en 2006 était à 5% quand le président Boliaï prenait le pouvoir. La croissance a chuté aujourd'hui jusqu'en deçà de 3%. Donc non seulement on n'a pas pu réaliser une croissance à 2 chiffres, mais on a fait chuter le niveau de croissance. Ça, c'est quand même, monsieur. Ce n'est pas à moi de défendre et d'expliquer leurs données. C'est un nombre de difficultés que le gouvernement a rencontré. Peut-être, monsieur Doussa, même mon rôle n'est pas de justifier et d'expliquer le bilan ou ce qu'il appelle ainsi du gouvernement. Il a suffisamment de cadres. Monsieur Doussa, aussitôt que ceux-là ont présenté leur bilan, il aurait été bien que vous aussi, puisque vous avez des informations, que vous veniez sur la place, lui qui dit non, sur tel aspect, ils ont dit ceci, voilà la vérité. Sur tel aspect, ils ont dit ceci, voilà la vérité. Mais il faut savoir, vous ne l'avez pas fait. C'est facile pour vous de venir globaliser sur ce plateau et dire ici, ils n'ont presque rien fait, alors qu'eux, ils ont donné des exemples et des chiffres précis. Vous devez pouvoir reprendre ces exemples, ces données et ces chiffres précis et dire selon vous la vérité. Je vous donnerai des exemples et des chiffres tout à fait précis. Oui, allez-y, c'est ce que nous voulons. Monsieur Oussou, nous n'avons pas vocation à réagir de manière épidermique. Je crois que nous avons l'occasion maintenant de réagir. Alors, moi je vous dis les prévisions initiales, parce que si on ne fait pas cela, on ne saura pas ce qui est réalisé. Alors, l'autre chose qui a été promise, c'est de vendre l'essence à la pompe au même prix. L'essence ici à la pompe au même prix qu'à la pompe au Nigeria. Et je crois que vous savez qu'aujourd'hui, l'essence à la pompe fait 555 francs. Et l'essence Payor que tout le monde connaît, je crois, vous et moi, fait autour de 290 francs. J'imagine qu'au Nigeria, il faut 30-40% moins cher. Ça fera autour de 150 francs. On n'a pas pu réaliser cela non plus, puisque vous voyez. Alors, on a fait même une marche verte en disant que la lutte contre la corruption va être implacable. Je ne vous ferai pas l'offense de vous rappeler les affaires Setsad, 57 milliards en l'air, où la corruption a été massive, mais je vais revenir sur le problème de la corruption particulièrement, l'affaire ICC Service et bien d'autres encore. Donc la corruption, lutte contre la corruption avec la marche verte, ça n'a rien donné. Bien au contraire, l'allégorie de la louche et la cuillère montre bien les dégâts causés en matière de corruption sous ce régime. Alors, en matière de coton, c'est important qu'on en parle et le gouvernement a pris des engagements tout à fait précis. Et vous savez que le coton nous donne 80% de nos ressources d'exportation et donc toute l'énergie de production agricole est focalisée autour du coton et le gouvernement à l'époque, s'en tenant à un des chiffres plafonds de l'époque, donc la production de 2004-2005, 400 000 tonnes, avait dit je passerai la production cotonnière de 400 000 tonnes à 600 000 tonnes. Nous ne sommes jamais allés au-delà de 200 000 tonnes sous ce régime. Et 2009, non, il fut un temps où ça a dépassé 200 000 tonnes, mais c'est descendu. Vraiment jamais au-delà. 2009-2010, je dis pas toujours au-delà. Voilà. 2009-2010, on était à 158 000 tonnes de production cotonnière. Et ça a remonté un peu par la suite, mais les experts pensent que cette saison,
il va falloir s'attendre à quelque chose autour de 200 000 tonnes. Donc, passer la production cotonnière de 400 000 à 600 000 n'a pas été non plus réalisé. Mais encore, pour parler du coton, le gouvernement s'est engagé à assurer le paiement des cotonculteurs sur place. Aussitôt vendu, aussitôt payé. Ce n'est pas ce qui se fait. La méthode classique de paiement différé est toujours ce qui est mis en œuvre. Par ailleurs, le gouvernement avait promis, s'est engagé fermement à instaurer une gouvernance concertée avec, bien évidemment, la société civile et les autres acteurs sociaux. Alors, les conflits sociaux aujourd'hui, qui sont légion, l'impossibilité presque de dialogue social, fait que on a assiégé les syndicalistes en justice. Eh bien, nous sommes loin de la réalisation de cet idéal de gouvernance concertée, même si nous avons eu droit à un haut commissariat à la gouvernance concertée. Et puis, je vous permettez, je dirais un ou deux points pour m'en arrêter là, parce qu'on peut aller jusqu'à demain dans les prévisions qui n'ont jamais été réalisées. Encore un ou deux points. Et vous le savez, encore un ou deux. Le respect de la Constitution. Ce n'est pas un engagement. Le président a prêté serment pour respecter la Constitution. Et la Constitution, il la viole constamment. Il la viole en violant le principe de la laïcité de l'État, il la viole en refusant de reconnaître le droit à manifester des opposants, il la viole en faisant une émission permanente dans les autres pouvoirs, donc en violant en quelque sorte le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs que notre Constitution a consacré. Et puis, on peut en multiplier les exemples, mais puisque vous êtes de la presse, j'aimerais finir avec la presse. Le président s'est engagé à sauvegarder la liberté et l'indépendance de la presse. Il l'a fait. Nous sommes passés de 25e, où nous étions, je reviendrai là-dessus, en 2006, au 72e rang aujourd'hui, en ce qui concerne les pays qui violent la liberté de la presse. Et loin derrière le Togo, le Burkina, tous ces pays qui nous sont... Monsieur Doussa, est-ce que vous pouvez nous citer quelques 2 ou 3 points positifs dans le bilan du président Bounouye? À votre avis, qu'est-ce qu'il a pu réaliser? Bon, pour moi, il est difficile de le dire. Il est difficile de trouver des points positifs dans son bilan. Il est difficile, je ne penserai pas à la microfinance. Donc, si le projet était bien, l'objectif louable, la lutte contre la pauvreté, l'utilisation politisée a fait que l'institution a été vidée de tout son sens. Qu'est-ce que ce gouvernement a fait bien? Je n'en sais rien. Je crois qu'il faut leur poser la question. Mais vous êtes béninois, vous ne voyez rien en tant que béninois. Il y a 5 ans quand même, il y a 5 ans, on ne rentrait pas si facilement dans Calavi, une des plus grandes villes du pays. Il y a 5 ans, il y a un certain nombre d'ouvrages qu'on ne voyait pas dans la ville de Cotonou. Je parle de ces infrastructures réalisées. Il y a 5 ans, le Bénin n'avait quand même pas ce visage. Et malgré tout ça, vous ne remarquez rien de positif? Non, si vous voulez. Non, si vous voulez, il y a eu des ouvrages. Il y a eu un certain nombre de choses. Je suis à l'enseignement supérieur. Il y a eu même amélioration des salaires des profs. Mais le problème, ce n'est pas là. Le problème se situe à 2 niveaux. C'est par rapport à ce qu'on a dit qu'on ferait. D'une part et d'autre part, tout ce qui a été fait, quel est l'impact sur le développement socio-économique. C'est cela. Les femmes ont eu de la microfinance, certains en ont bénéficié, mais c'est les FCBE plus que d'autres. Est-ce que c'est bien cela? Maître Raymond Doussa, on va y aller parce que vous semblez tout peindre en noir. On va prendre quelques exemples et vous nous direz avec précision si tout est aussi noir que cela. Allons au plan social, secteur santé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de grèves actuellement parce qu'il y a des questions de primes qui ne sont pas réglées. Nous avons reçu ici M. Kechile Tchala qui a dit qu'avec 3 milliards ou un peu plus, on pourrait régler la question et que ce n'est pas beaucoup pour l'État. Mais la gratuité de la césarienne, même si il y a des difficultés en cours d'application, vous allez nous dire que c'est rien du tout d'avoir instauré cela. Parce que moi, il m'est arrivé plusieurs fois de faire un tour dans des hôpitaux et j'ai vu des femmes qui n'ont plus payé. Avant, ça coûtait plus de 90 000 francs l'opération, mais on ne paye plus rien, même si parfois il y a des difficultés pour avoir le kit de la césarienne et qu'on demande aux patients d'acheter, même parfois,
maintenant au moins on ne paye plus l'intervention chirurgicale. Vous nous direz que ça au moins ce n'est rien du tout? Non, Alors, je n'ose pas dire cela, voilà, puisque je respecte beaucoup nos mères, voilà, qui sont aussi nos épouses, pour dire que la gratuité de la semaine césarienne, ce n'est rien. Ce que je dis que la gratuité de la césarienne, vous l'avez dit vous-même, est mise en œuvre difficilement. D'abord, toutes les femmes n'en bénéficient pas, vous le savez bien, et il y a un certain nombre de frais annexes que les femmes payent quand même. Mais c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose que les frais soient réduits. C'est déjà quelque chose. Et que peut-être si vous prenez le pouvoir, vous corrigerez. Mais vous aurez quand même la chance d'avoir quelque chose qui a commencé, que vous pourrez améliorer. Je vous le conseille. Monsieur de ça. Rendre gratuit la césarienne, c'est quelque chose, mais il faut en rendre l'application plus démocratique et il faut en rendre l'application plus effective. En faisant, le problème de ce gouvernement, c'est quoi? Les mesures intéressantes sont prises parfois, mais il y a des mesures d'accompagnement qui font que l'impact attendu n'est pas obtenu. Il en est de même de la gratuité de l'école. Oui, parlons-en. Voilà, la gratuité de l'école qui aussi, comme en matière de césarienne, ce n'est qu'une gratuité partielle. C'est la gratuité en rapport avec les frais de scolarité. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Et si les frais de scolarité sont gratuits, il reste le reste. Mais si vous rendez gratuit, vous dispensez les parents des frais de scolarité, il faut allouer des ressources compensatoires, des subventions, c'est vrai que les directeurs d'école se plaignent de ce que ça ne vienne pas vite. Parce qu'il n'y a rien, l'école ne peut pas fonctionner. Mais tout ça peut se mettre en place progressivement. Vous n'allez pas me dire, le plus important était d'avoir pensé que ça pouvait être le cas, même s'il y a des difficultés d'allouer dans le délai souhaité les subventions, mais le gouvernement peut faire l'effort d'y aller progressivement. Et comme je l'ai dit, même s'il y a une ne restez pas, si vous venez, vous verrez au moins en place quelque chose que vous pourrez améliorer. Donc on ne va pas dire que ça c'est un point noir dans la gestion. Je ne suis pas tout à fait de votre avis, parce que mon avis est que la gestion d'un État, ce n'est pas du cafouillage. Il faut faire les choses auxquelles on a réfléchi. Et si on doit les faire, on les fait bien, on les fait parfaitement. Aujourd'hui, beaucoup de gens vous diront que l'école est gratuite, mais ils n'y ont toujours pas accès, simplement parce que les mesures d'accompagnement ne sont pas prévues. Oui, toujours au plan social. Il y a la question de l'emploi au niveau du privé, on va y revenir, mais au niveau de la fonction publique. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont été recrutées à la fonction publique, beaucoup de personnes qui ont été reversées de contractuels à agents permanents de l'État. Et je crois que ça fait quand même la joie de beaucoup de personnes qui ont aujourd'hui un emploi permanent, même si il est vrai que cela a rendu un peu critique la masse salariale. Moi, je crois que non, la question de masse salariale, c'est une question, il fallait y penser aussi, mais la question fondamentale n'est pas à ce niveau. Je dis, vous faites sectoriellement. Je crois que l'action d'un gouvernement doit s'apprécier, à mon sens, de manière globale. Globalement. Nous avons, en dépit de ces efforts, on n'a pas dit qu'il n'y a pas d'efforts du tout, mais ces efforts n'ont pas eu d'impact significatif sur le développement socio-économique du pays. Ça veut dire que c'est de mauvais efforts? 72% insuffisant et mal coordonné. 72% de nos jeunes en âge de travailler sont encore au chômage. Il faut considérer que c'est grand. Non, je peux vous en parler une seconde si vous permettez. Oui, allez-y. Je suis prof de droit à l'École nationale d'administration depuis une quinzaine d'années et je vis le drame depuis quelques années maintenant, et je crois que mes autres collègues aussi vivent le même drame, de revoir des étudiants que j'ai formés il y a 4-5 ans. Ils ont eu un diplôme de premier cycle, ils vont dans la nature, ils reviennent, ils passent partout, ils ne trouvent rien, et ils reviennent faire une autre formation de second cycle pour avoir un emploi. Donc 72% de jeunes en âge de travailler n'ont pas accès au travail. Ce chiffre 72% vient d'où? Vous l'avez fait, le chiffre de 72%, vous l'avez obtenu avec quel type d'enquête que vous avez réalisé? Comment est-ce que vous avez pu obtenir ce chiffre-là? Je ne sais pas. Vous avez fait des investigations sur le terrain et ça a donné quoi? Non, on va s'occuper de vous. Oui. Alors, quel type d'investigation vous avez fait sur le terrain? Les chiffres de 72%, vous les avez trouvés où? Nous avons fait des investigations et comme je vous dis, c'est des chiffres qui sont tout à fait vérifiés et publiés. Et
nous pourrions, Oui. comme je vous l'ai dit, en tout cas en ce qui concerne des aspects tout à fait précis, revenir dans des débats contradictoires avec nos experts et les experts du camp adverse qui souhaitent échanger sur ces questions. Hein. Mais 72% de nos jeunes sont au chômage. Bon, enfin ça, nous prenons ce chiffre-là avec beaucoup de gants et pas d'emploi. Et beaucoup de pincettes, monsieur Dossa. Vous pensez qu'il y en a, c'est vous qui le dites. Vous pensez qu'il y en a combien? Oui, mais aujourd'hui, lorsqu'on fait le bilan, vous voyez le département en charge de l'emploi des jeunes. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été mis en place. Le ministère géré par Mme Rikia Madougou, il y a le FNPEJ, où il y a beaucoup de formations en entrepreneuriat, où il y a beaucoup de jeunes à qui on a donné la possibilité de faire des formations en entrepreneuriat, et que l'État accompagne. Beaucoup de choses ont été faites, monsieur Dossa. Alors, vous n'allez pas dire que vous allez peindre tout ça en noir. Non. Je vous dis il y a eu des efforts que vous ne semblez pas reconnaître. C'est comme si pendant les 5 ans de Boni Yahi, rien de sérieux, rien de consistant n'a été fait au niveau du pays. Non, rien de consistant n'a été fait, ça c'est clair. Mais vous me dites que des choses ont été faites, je dis oui. Certaines choses ont été faites, mais l'impact est si insignifiant sur le développement socio-économique qu'on ne peut pas prendre tel ou tel pont, telle ou telle césarienne, telle ou telle activité positive isolément. On doit inscrire tout ceci dans la globalité des résultats que le gouvernement a pu obtenir. Donc, voilà ce que moi je pensais vous dire par rapport à cela. Oui. Maintenant, Oui. maintenant Oui. Vous avez parlé de trous noirs. J'aimerais quand même qu'on insiste un peu. Les véritables trous noirs de cette gouvernance, je les situe bien évidemment au niveau de la gouvernance politique. On en a parlé, on ne reviendra pas là-dessus. Mais je les situe également au niveau des questions tout à fait évidentes auxquelles on ne pense pas souvent, la mise en œuvre de la décentralisation, par exemple. La décentralisation suppose le pouvoir donné aux collectivités locales. Et l'objectif, c'était de rapprocher les administrés ou l'administration des administrés pour faire ce qu'on appelle le développement à la base. Alors, cela suppose quoi? Cela suppose des compétences réelles. Vous en convenez avec moi. Ainsi, les écoles primaires, les écoles maternelles, les centres de santé, les centres de loisirs, les maisons de jeux, de culture, relèvent de la compétence des communes. Et l'État doit leur transférer des ressources pour promouvoir un développement équitable et équilibré. Alors, ça n'a pas été fait. On n'a pas pu, c'est un véritable point noir. C'est la deuxième mandature au niveau de nos collectivités locales et ce travail-là doit pouvoir quand même se faire de façon progressive. De façon continue, tout à fait. Mais on résiste à allouer les ressources aux collectivités locales pour décentraliser, puisqu'il faut décentraliser le développement également. Ouais. Les collectivités locales ont un rôle à jouer. Il y a des opportunités d'emploi, il y a des opportunités de création d'entreprises, il y a tout un tas de... Est-ce que vous voulez dire que Boni Yahi aurait fait par exemple ce que propose l'Union fait la Nation, je ne sais pas ce que vous en pensez à savoir, allouer au moins 1 milliard à chaque commune, vous pensez que c'est ce qu'il aurait été bien de faire? Non, je ne me prononce pas sur ce que veut faire l'Union pour la Nation, mais si vous m'en offrez l'occasion, je me prononcerai sur ce que va faire mon candidat. Tout à fait, donc le trou noir, oui, c'est cela. Un autre trou noir, si vous le permettez, c'est quand même cette question, vous en avez sûrement aussi entendu parler parce que vous êtes journaliste, la construction des logements sociaux, qui est du ressort de l'Agence foncière de l'habitat, qui, dont le Fonds national de l'habitat a bénéficié d'un financement de plusieurs dizaines de milliards sur un appel à l'épargne publique. Alors, 3 ans maintenant, le gouvernement s'est engagé dans sa politique de l'habitat à mettre en œuvre 10 000 logements sociaux en faveur des couches modestes, des ménages modestes. Noble ambition. Bon, les ambitions sont bonnes, mais ce n'est pas suivi d'effet. Il y a 3 ans,
Alors que, selon nos informations, vous me direz encore quelles sont mes sources d'information, mais comme les journalistes, les chercheurs ne livrent pas leurs sources d'information toujours, il y a 15 milliards de décaissés aujourd'hui en faveur de ce projet. Et il n'y a pas un seul Béninois, s'il y en a, qui le disent, qui ait accédé à un seul logement social de ce projet. Mais les logements existent, les logements ont été réalisés. Est-ce que vous connaissez le quartier Ouedo, par exemple, à Calavi? Non, est-ce que quelqu'un vit dans celle... Parce que si le logement est réalisé, il n'est pas livré, il n'est pas terminé, c'est un processus. C'est-à-dire que la procédure est en cours. Donc, c'est un processus. Ces logements. Et 3 ans après, en tout cas, on constate que les logements ne sont pas accessibles aux destinataires. Mais ça a commencé. Aux destinataires. Le processus est en cours et ça va être livré. Oui, bientôt. je veux bien. Même si les gens n'ont pas commencé par habiter, on va quand même dire que ça a été construit. Oui, mais ça même si tout n'est pas construit, une partie est déjà construite. Oui, c'est déjà quelque chose. Mais ça se dit parce qu'avant, cela n'était pas le cas. Mais ça se dit dans un bilan. Oui. Le bilan, ce n'est pas un lieu où on fait du camouflage et on met là où ça a marché un peu, là où ça n'a pas marché du tout, on occulte. Ce n'est pas ça un bilan. C'est un bilan mensonger. Est-ce que vous pouvez juste finir les trous noirs? Donc, je vous parlais de la gouvernance politique où c'est vraiment mauvais, c'est vraiment noir. Et il ne faut pas s'habituer. Comme dit un de mes amis que vous connaissez bien, Maître Salami, il ne faut pas s'habituer à ne pas dénoncer les violations des libertés publiques, car ainsi, on met la République en danger. Là, ce n'est pas bon du tout, la gouvernance politique. Il faut que ça change dans ce domaine pour les quelques mois qui restent. Cela, il va de l'intérêt de tout le monde. Et je vous ai parlé du trou noir que constitue la décentralisation, mais la corruption. L'agence de l'habitat mène à la corruption. La corruption, vous savez que ça a atteint des dimensions tentaculaires dans le pays. C'est devenu endémique et la particularité, c'est qu'on a l'impression qu'elle est organisée au sommet même de l'État. La corruption, au sommet même de l'État. Avec l'affaire Setsad, vous vous en souvenez, on a facturé des gants à 90 000 francs l'unité. Mais ça dépend de la qualité. Des imperméables à 300 000, tout dépend de la qualité, c'est vrai. Ça dépend de la qualité. Des imperméables à 300 000 francs l'unité. Ça dépend de la qualité. Et nous pensions... Ce n'est pas ce que vous et moi nous portons quand il pleut, là, que les motards portent. Je suis d'accord, mais il y a quelque chose de surprenant dans un pays qui fait partie des plus pauvres de la planète. Nous avons épuisé la moitié du temps que nous êtes imparti. Vous ne parlez que de trous noirs depuis le début de cette émission. Vous refusez de constater quelques petits points positifs dans le bilan du gouvernement. Pour vous, il n'en existe pas du tout. Nous allons là, vraiment pas du tout. Alors, nous allons essayer, parce que la conclusion à l'époque tirée de la gestion du pays, de la situation du pays, pour proposer le candidat Boni-Yayi, c'était qu'il fallait que ça change. Vous venez de le dire, il faut que ça change. Alors, on a l'impression, quand vous dites ça, on a l'impression d'avoir déjà entendu la chose. Alors, lorsque vous revenez aujourd'hui, 5 ans après cette fameuse formule, il faut que ça change, ça va changer, ça doit changer, et que vous tenez le même discours pour proposer un autre candidat qui vient du même endroit, c'est-à-dire cette institution bancaire devenue désormais la machine à fabriquer les chefs d'État sous nos cieux, ici. Alors, est-ce que vous pensez que ce message va pouvoir passer? Je crois que oui, mais d'abord, je ne crois pas que nous tenons le même discours. On a dit, il faut que ça change, ça doit changer. Nous n'avons jamais dit ça. Ce qui se fait n'est pas bien fait. Les résultats sont là et le prouvent. Comme vous aimez très bien qu'on vous donne quelques aperçus chiffrés. Et puis cette fois-ci, les sources sont claires. Je vous ai dit tout à l'heure, en matière de corruption, nous passons pour être le pays le plus corrompu. Parmi les pays les plus corrompus, nous sommes passés du 96e rang au 110e rang aujourd'hui sur 189. Selon le classement. Je fais ma question. Ouais. Nous avons mis 45 minutes à parler de trous noirs. Je voudrais que nous parlions maintenant de ce que vous proposez, l'alternative que vous proposez au peuple béninois, pour que la formule, il faut que ça change, puisse se faire recette. Non, nous ne disons pas qu'il faut que ça change, que ça doit changer. Ce n'est pas notre formule. Alors vous dites quoi? Quel est le message de la coalition ABT? Quelle est la vision et quel est le message qui en découle? La coalition ABT a un autre message, une autre vision de la gouvernance.
notre message, c'est gouverner autrement. Nous voulons gouverner autrement, c'est-à-dire nous mettre complètement en porte-à-faux avec la méthodologie actuelle et la gouvernance actuelle. Cela est clair, il n'y a pas de confusion possible. Le style, l'orientation, rien ne doit nous rapprocher de ce qui s'est fait aujourd'hui. Donc, gouverner autrement. Et nous sommes conscients que gouverner autrement, ce n'est pas d'une grande facilité. Gouverner autrement, ça suppose que tout ce qui a été fait et qui a été mal fait doit être corrigé. Il faut trouver pour cela de l'énergie et il faut trouver pour cela des ressources. Justement, M. Dossa, parlez-nous justement de ce que vous voulez faire. Quels sont les grands axes de votre projet de société? Qu'est-ce que les Béninois peuvent être en droit d'attendre au cas où ils voteraient pour habiter s'ils croyaient en ce que vous dites? C'est quoi les grands axes? Ce que nous voulons faire sur les 3 piliers, je ne serai pas en mesure de vous parler de manière exhaustive aujourd'hui de notre projet de société, quoi qu'il soit prêt. Je vous parle simplement des grands axes de ce projet, tel que l'a révélé le candidat le 30 janvier dernier, lors de sa déclaration de candidature. Comme on le voit là à l'image. Voilà, en prenant, merci bien, en prenant 3 paliers au plan politique. Au plan politique, puisque en réaction à ce qui se fait, nous voulons remettre la démocratie sur les rails parce qu'elle est aujourd'hui bafouée. Remettre la démocratie sur les rails signifie quoi? Remettre la démocratie sur les rails suppose que nous allons revenir aux fondamentaux de la démocratie. Et les fondamentaux de la démocratie sont le respect de la séparation des pouvoirs, le respect de la laïcité de l'État, le respect des institutions de contre-pouvoir. Et tout ceci est tellement malmené aujourd'hui qu'il y a lieu de corriger. Monsieur Dossa, vous savez, chat échaudé craint l'eau froide. Boniaï a même dit mieux que ça, il y a 5 ans. Oui. Pourtant, on voit ce qui se fait aujourd'hui. Le pouvoir, ça change l'homme. Le pouvoir, ça change les hommes. Les Béninois, peut-être tellement habitués, ne seront pas étonnés demain de voir M. Dossa faire autre chose qui est contraire à ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui, 22 janvier, sur le plateau. Beaucoup ont pris par là et on dit des choses. Nous avons reçu ici sur ce plateau, nous étions là il y a 5 ans, on a reçu sur ce plateau des gens qui ont dit mieux que vous en venant nous proposer Boniaï. Et voilà là où nous en sommes. Et vous faites partie de ceux qui sont déçus et qui critiquent. Alors, dites-nous concrètement, quand vous parlez de gouvernance politique, qu'est-ce que vous pouvez faire précisément et concrètement en matière de gestion des institutions de la République et que Boniaï ne fait pas maintenant ou qu'il ne fait pas bien? Non, les fondamentaux de notre démocratie sont consignés dans notre Constitution. Les acquis de la conférence nationale, la Constitution est le reflet de ces acquis-là. Il faut simplement les valoriser, les mettre en exécution, les respecter. C'est-à-dire notre Constitution ne pose pas de problème sur ce plan. C'est bien fait, c'est un régime de séparation des pouvoirs. Chacun reste dans sa sphère d'activité et entretient avec les autres pouvoirs une collaboration. Est-ce que vous pensez qu'il y a un seul gouvernement au monde qui ne cherche pas à avoir un contrôle plus ou moins relatif sur les autres institutions de la République? Vous connaissez un seul pays au monde où le chef d'État n'a pas cette tendance-là à être dans les bonnes grâces ou à contrôler un tant soit peu les autres institutions de la République? Non, nous ne sommes pas dans une question de tendance, nous sommes dans une question de violation flagrante de la Constitution. Lorsqu'on donne des injonctions aux autorités de contre-pouvoir et lorsque tout se passe, vous savez, vous suivez ce qui se passe à l'ORTB, qui est un office de service public, qui doit donner le libre accès à l'information à tout le peuple, à tout le monde. Nous allons et peut-être revenir à cela. Essayer de parler globalement de vos propositions et laisser peut-être de côté le RTB. Alors, vous proposez dans un document que vous avez récemment publié de restaurer et raffermer l'unité et la cohésion nationale. Est-ce que ces valeurs-là sont menacées chez nous, Maître Dossa? Tout à fait. Tout à fait. Et nous sommes obligés de raffermir la cohésion et l'unité nationale. Vous voulez la raffermir en quoi faisant? Non, l'unité nationale est mise à mal aujourd'hui. Il y a comme une tendance de soulever les gens d'une région contre les gens d'une autre.
Vous le savez bien, vous vivez dans le pays. Qu'est-ce que vous faites dire ça? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Des faits concrets. Non, l'unité nationale est mise à mal. Vous savez que c'est des questions sensibles et je ne peux pas m'étendre sur un plateau de télévision trop là-dessus, mais l'unité nationale est mise à mal parce qu'on a comme impression qu'on veut soulever les gens d'une région contre l'autre. Et quand il y a tellement de tensions dans un pays, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ça peut arriver également ici. Il faut commencer à dire attention avant qu'on arrive au pire. L'unité nationale est mise en mal, la cohésion nationale aussi. Ok. Alors, dans un document que vous avez publié récemment, Macky le disait, vous avez dit, fait certaines situations, on vous les reprend ici, vous nous expliquez. Les miennes. Oui, oui. Rétablir la crédibilité de l'État à l'intérieur et l'extérieur du pays. Oui. Et ça dit aujourd'hui que notre pays, le Bénin, est juste quand même béninois. Vous nous direz que le Bénin n'est pas crédible à l'extérieur? Non. Comment? Le Bénin, sur la base de quel fait que vous pouvez nous évoquer? Non, le Bénin n'a pas une crédibilité extraordinaire à l'étranger. Et vous savez bien que si la gouvernance économique va mal, il y a des répercussions au plan international. Parlez-nous de choses concrètes, de faits précis. Les choses concrètes, des choses mauvaises qui ont été faites et qui en viennent à ce constat ou cette conclusion-là. La gouvernance économique a été si mauvaise que des institutions financières se sont décidées de se retirer du Bénin et de partir. Donc nous avons des difficultés. Exemple. Le Fonds monétaire international. Nous avons des difficultés. La représentation n'est plus à Cotonou, c'est ça? Nous avons besoin, nous avons par rapport à cela des difficultés avec nos créanciers multilatéraux, nos partenaires multilatéraux. Et si on va, nous sommes obligés... C'est ce même fonds monétaire qui, chaque fois, donne des lettres de confort. Et vous savez aussi que chaque sortie, chaque voyage de notre chef de l'État, les comptes rendus sont souvent émaillés de milliards que des partenaires occidentaux nous auraient offert. Vous savez tout ça. Non, et pourtant, vous estimez que le Bénin n'est pas très crédible. Non, les lettres de confort, on peut, pour rigoler, dire que c'est des lettres d'inconfort, puisque c'est quand on a échoué au plan multilatéral, on prend ces lettres pour pouvoir négocier avec les partenaires bilatéraux. C'est ça. Le multilatéral ne marche pas, et puis on fait le bilatéral grâce aux lettres de confort. La crédibilité en a pris un coup. Autrement, vous voulez dire que les lettres de confort, il est mieux de ne pas avoir de l'aide de confort. On n'a pas besoin d'être dans une situation et les lettres de confort sont utiles. Voilà. Si tout marche bien avec les partenaires multilatéraux, on n'a pas besoin de l'aide de confort. On n'aura pas besoin de l'aide de confort. Qu'est-ce qui vous fait dire que le FMI est parti du Bénin? La représentation, en tout cas du FMI, est allée s'installer ailleurs à cause de la mauvaise gouvernance. Non, qu'est-ce qui me fait dire? Renseignez-vous simplement et vous le saurez. Le Fonds monétaire international reproche des choses dans la gouvernance économique actuelle. Et cela ne permet pas d'affirmer. Monsieur Dossa, est-ce que c'est ça la raison? Parce que nous avons appris qu'au niveau de ce fonds, il y a une restructuration au niveau de la gestion administrative où ils sont en train de fermer certains bureaux, ils veulent regrouper certains bureaux par lot de 2 ou 3 ou 4 pays. Ça peut justifier le fait qu'on veuille fermer le bureau de Cotonou et concentrer les services vers le Bénin ailleurs. Ça se fait pour beaucoup d'institutions. Peut-être aussi que ça se fait parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire par ici. Et vous avez investigué, on vous a dit que c'est pour cela que la représentation est partie de Cotonou. Ce n'est pas le cas. Il y a des difficultés, ça fonctionne pas très bien et au plan multilatéral, ça se passe mal. Donc, on cherche des possibilités de négocier au plan bilatéral. Dans ce même document, vous avez dit redonner espoir au peuple. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, de 2006 à 2011, le peuple béninois aurait perdu tout espoir sur tous les plans, c'est ce que vous voulez dire? Ce document dit redonner espoir au peuple. Oui. C'est à croire que l'espoir est perdu. L'espoir est perdu. L'espoir est perdu pour une immense majorité de nos concitoyens. Parce que si vous avez des enfants que vous avez financé lourdement leur formation, qui se retrouvent à votre charge, et ils sont nombreux
j'ai indiqué le chiffre de 72% dans ce cas, si 52% n'ont pas accès à l'eau potable simplement, comme vous et moi, si vous avez 83% à peu près de nos compatriotes qui n'ont pas accès à l'électricité, eh bien, vous ne pouvez pas, vous, m'affirmer. Sur le plan de l'électricité, vous avez quand même vu qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours d'être faits. Il y a la turbine à gaz qui quand même va être prochainement livrée. Il y a eu des actions qui ont été menées. Vous allez nous dire qu'aujourd'hui, en 2011, nous sommes pratiquement dans la même situation en matière de fourniture électrique qu'en 2006. Non, des avancées ont été faites, M. Dossa. Certainement. Oui. Mais vous avez, moi je vous parle de l'impact, enfin du résultat global. Oui. Malgré tout ceci, 87% de nos concitoyens n'ont pas de... Et les 17%, vous connaissez le délestage comme eux. Puis le coût de l'électricité, vous avez aussi bien évidemment, augmenté. Redresser l'économie nationale et sa bonne gestion. Et redonner confiance aux partenaires au développement. Alors, redresser l'économie nationale, vous voulez dire que de 2006 à 2011, l'économie a plutôt chuté, c'est ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que le point auquel nous sommes aujourd'hui est mal par rapport à là où nous en étions en 2006? Oui, tout à fait, puisque tout ceci a des indices d'appréciation. Je vous dis que le taux de croissance globale est passé de 5% à moins de 3%. Ce n'est pas ce qu'a dit M. Koupake la dernière fois lors du bilan. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi, lui? Ces chiffres ne sont pas les vôtres. Bon, allez-y. Oui, non, ils ont dit, non, c'est en deçà de 3%, ils le savent, mais ils ont dit 3%. En tenant à cela, si ça vous fait plaisir. Donc, ils étaient à 5%, on était à 5% en 2006, c'est descendu aujourd'hui à 5%. Donc, ça n'a pas évolué, en mieux. Globalement, c'est cela, mais sur des points tout à fait spécifiques. Quand vous prenez l'agriculture, parlons-en. L'agriculture qui est, je dis, l'une des bases de notre développement économique naturellement. D'abord pour le nombre de bouches que ça nourrit, pour les ressources que ça rapporte, etc. Et cette agriculture-là est conduite dans un désordre, en tout cas pas possible, qui empêche à la fois sa modernisation. Il y a quand même la révolution verte qui a commencé par l'acquisition des machines agricoles. Non, ce que nous allons faire. Ce qu'il n'y avait pas. Ce que nous allons faire, puisque... Parlez-nous de ce que vous ferez, c'est mieux. Voilà, puisque aujourd'hui, seulement 4,1% du PIB sont investis dans l'agriculture. Les normes communautaires, c'est 10% du PIB pour ce qui concerne les accords de Maputo et 15% pour l'UEMOA. Eh bien, nous allons faire cela. Diversifier et moderniser cette agriculture. En faisant de l'acquisition de machines agricoles aussi, n'est-ce pas? Oui, mais... ça a commencé, alors qu'est-ce que vous reprochez? Puisque lui a commencé à faire ce que vous ferez aussi. Vous ne ferez peut-être qu'améliorer ce qu'il a commencé. Et en évitant les surfacturations possibles. Alors, cette agriculture, nous la rendrions par une politique agricole cohérente et pertinente, génératrice de revenus. Parce qu'une agriculture génère des revenus. D'abord, nous allons partir d'une agriculture qu'il faut rendre complètement nourricière, c'est-à-dire qui réussit à nourrir. L'autosuffisance alimentaire n'est pas aujourd'hui garantie. Il faut l'assurer que tout le monde puisse manger à partir de notre agriculture, se nourrir à partir de notre agriculture. Ensuite, nous allons la passer à une agriculture commerciale. D'ici à l'horizon, disons, de 10 ans. Au plan économique toujours, on a constaté qu'en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires, les opérateurs économiques ont demandé une certaine diminution de la fiscalité. Et aujourd'hui, au Bénin, lorsque vous créez votre entreprise, l'année de création, vous ne payez pas les impôts. Alors ça, c'est quand même si les opérateurs économiques continuent de demander encore beaucoup de choses, il y a quand même eu quelques avancées notables. Oui, tout à fait. Vous, quand vous allez prendre le pouvoir ou quand les Béninois vous ferez confiance, qu'est-ce que vous pensez faire pour les opérateurs économiques, pour améliorer le climat des affaires dans le pays? Concrètement. Oui, ce que nous pensons faire pour améliorer le climat des affaires, d'abord, il faut libérer les énergies. De manière concrète, ça signifie quoi? Aujourd'hui, les hommes d'affaires sont matraqués. Ils subissent comme une sorte de harcèlement. Comment Une sorte de harcèlement judiciaire. Alors, vous posez la question, de harcèlement fiscal, j'allais dire. Vous posez la question à n'importe quel homme d'affaires. S'il n'est pas du bord du pouvoir, il lui est quasiment difficile de faire des affaires dans le pays. Alors, il faut libérer les énergies, leur donner plus de possibilités de créativité, les accompagner dans des accords de type
des accords de type, des partenariats de type privé-public, voir dans quelle mesure on peut réaliser un espace propice aux affaires en rendant la fiscalité à la fois accessible, donc une fiscalité non frustrante et non orientée, et puis en leur permettant l'accès à des facteurs de production élémentaires, l'eau, l'électricité. Maître Doussa, soyons plus concret. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous dites que, par exemple, parce que là, nous parlons d'un gouvernement qui aura à sa tête un banquier, vous voulez nous dire que vous allez diminuer, par exemple, les impôts, parce que, parlons en termes, comme on dit, terre à terre. Concrètement, est-ce que vous promettez aux opérateurs économiques que vous allez... Quelque chose qui a été concret, je vous ai dit, quand vous créez votre entreprise, la première année, vous ne payez pas d'impôts. Ça fait l'année prochaine. Vous, j'espère que vous n'allez pas arrêter cela. Bon, alors, les acquis, il faut les maintenir. Il faut les maintenir. Mais en plus de ça, qu'est-ce que vous ferez concrètement? Est-ce que vous allez diminuer le taux d'imposition? Est-ce que vous allez diminuer les BNC? Est-ce que vous allez diminuer les BIC? Qu'est-ce que vous ferez concrètement? Deux ou trois choses pour qu'un opérateur économique se dise, bon, je vais voter pour ABT. Oui, libérer leurs énergies, c'est-à-dire ne pas les matraquer s'ils ne sont pas de notre bord politique. Cela est fondamental. Ne pas les harceler physiquement s'ils ne sont pas les nôtres. Ils payent leurs impôts normalement. Leur donner tous les accompagnements nécessaires s'ils veulent s'investir en leur facilitant l'accès à la terre, l'accès à l'eau, à l'énergie, l'électricité. La zone franche n'est jamais encore depuis plusieurs années une réalité, vous le savez. Il faut rendre cela réel et leur créer des facilités d'accès au crédit et d'accès au marché. Maître Doussa, voilà des banquiers, sinon, si vous voulez, un banquier qui se propose de remplacer d'autres banquiers bon terme, ce qu'il paraît, qui ont fait leur expérience. Qu'est-ce qui prouve que ce banquier qui s'annonce sera différent des autres banquiers en place qui viennent de faire leur expérience? D'accord. Je vais vous répondre en trois rubriques. D'abord, ce banquier est différent des autres par le style. Il est différent des autres par les valeurs qu'il incarne. Et il est différent enfin par son expérience. Le style. Un homme modéré, humble, à l'écoute des autres, qui n'est pas impulsif, qui est posé. Pourquoi ce mot revient souvent? C'est quand même important. Dans le portrait de ABT. Non, parce que la différence, c'est dans nos styles personnels. La différence, en fait, vous et moi, nous pouvons avoir les mêmes aptitudes, mais si nous avons des comportements, des traits de caractère différents, les résultats ne sont pas les mêmes. Il n'est pas un homme qui fait de vaines promesses. Il est un homme de parole. Monsieur Doussa, le même discours là, parce que peut-être beaucoup de Béninois ne connaissaient pas assez bien Boni Yayi, des gens sur ce plateau sont venus nous le tenir en 2005-2006, avant les élections. Même si on nous a parlé de Boni Yayi, dans les mêmes termes. Non. Et peut-être aujourd'hui, vous le voyez autrement. Et vous venez nous vendre encore ABT avec les mêmes termes. Non, pas les mêmes termes. On ne vous dira pas que quelqu'un est posé quand il n'est pas posé. Vous le voyez vous-même. Alors, on ne vous dira pas que quelqu'un ne fait pas de vaines promesses et qu'il est un homme de parole. On ne vous dira pas que quelqu'un est un homme de parole. Un homme de solution. Non, mais je vais vous dire... On a dit que c'est l'homme de solution. Je vais vous dire, si vous le permettez, parce que c'est très important, pourquoi c'est différent. Au niveau des valeurs, tout est différent. Parce que si vous ne reposez pas votre action, quelle qu'elle soit, sur des valeurs fortes, alors rien ne peut marcher. Les valeurs essentielles que Abdoulaye Biotchane incarne, ce sont les valeurs de loyauté, on l'a dit, de crédibilité, de travail bien fait, de l'écoute des autres, et une valeur essentielle, la peur de Dieu. Est-ce que vous avez suivi un peu l'investiture du président Boni Yayi à Porto-Novo? Oui, tout à fait. Il a placé son mandat sous le signe de Dieu. Tout à fait, oui. La crainte de Dieu. Ce n'est pas la même chose, je vous dis, quelqu'un qui craint et quelqu'un qui place sous, je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais l'expérience, l'expérience. Voilà quelqu'un qui, il a eu des postes. Quand on dit que les parcours sont communs, je dis non, les parcours sont totalement différents. On fait la banque, on ne fait pas la même chose. Il a toujours eu, lui, des postes de responsabilité. À tous ces postes de responsabilité, il a eu des résultats probants. À la BCAO, il était dans les cadres
supérieur qui avait les plus fortes responsabilités. Il est venu ensuite au ministère de l'économie et des finances, où il a été ministre. Il est parti en laissant le taux de croissance à 6% et en montant le SMIC de 17 000 de 18 000 à 27 000 francs CFA, et si mes souvenirs sont justes. Et quand il est allé au Fonds monétaire international, il gère Directeur Afrique. Directeur Afrique du Fonds monétaire international, où il avait sous sa juridiction plus d'une quarantaine d'États. 43 pays, je crois. Il est 43 pays exactement. Il était chargé de réfléchir avec eux sur comment s'en sortir dans les questions tout à fait épineuses comme la lutte contre la pauvreté, l'agriculture et autres. Il a une expérience intéressante. Et ici, beaucoup d'ouvrages nous ont aussi renseigné sur le parcours assez élogieux, assez remarquable de Boni Yayi. Et ici... Et on ne nous a pas dit que son bilan de plus d'une décennie à la tête de la BEAD a été catastrophique, bien au contraire. Et ici, mais le peu de temps que Abdoulaye Biotchane a passé à la tête de la banque, je crois un peu plus de 2 ans, il a doublé le capital social de la banque, amélioré le management de la banque. Vous pouvez... Le capital social a aussi été fortement augmenté sur Boni Yayi aussi. Vous pouvez vous renseigner à ceux qui travaillent dans cette Il est utile que celui qui vient fasse mieux que son prédécesseur. Bon, le vrai problème, c'est que... Biotchane n'aurait aucun mérite de faire moins que Boni Yayi. Il avait l'obligation de faire que Boni Yayi, ainsi va le monde. Oui, peut-être. Mais le vrai problème, c'est dans le style, les valeurs et l'expérience. La différence sera là. Si vous dites que quelqu'un de l'expérience n'est pas la somme de tout ce que nous faisons toujours, c'est peut-être la mise en parallèle de tout ce que nous avons bien fait par rapport à d'autres. Voyez-vous? Donc je crois que les styles sont totalement différents. Et je vous dirai, je vous apporterai un témoignage plus tard pour vous dire pourquoi je crois fermement que tout est différent. Voilà. Alors, monsieur Raymond Dessa, vous nous avez vendu votre candidat. J'espère pour vous que les Béninois ont compris. De toute façon, c'est eux qui jugeront le 27 février prochain. Si vous n'avez pas d'autres éléments, nous allons parler un peu des élections avant de venir aux questions des téléspectateurs qui ont des questions à vous poser aussi sur ce que propose Abiti. On va y revenir. Mais avant cela, on parle rapidement de l'organisation des élections et de ce que vous pensez, de comment ça va se faire. Alors, le 27 février prochain, votre candidat sera votre leader sera candidat à la présidentielle. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des appréhensions comme certains autres acteurs politiques le disent, à savoir, il y en a qui ont des appréhensions quant à la bonne tenue de ces élections, parce qu'aujourd'hui, même si la liste, on connaît aujourd'hui la liste, et puis les actes administratifs ont été posés par rapport à l'installation de la Sénat, mais elle n'est pas encore fonctionnelle, la liste électorale permanente informatisée. Il y a encore des observations à propos de cela, ce n'est toujours pas bouclé, on l'a promis pour le 15 février. Est-ce que vous avez des appréhensions par rapport non plus à la date parce qu'elle est connue, mais à la bonne tenue des élections, en termes de gestion logistique par la Sénat et en termes de fiabilité de la liste électorale? Oui, vous dites donc tout ce qui concerne nos candidats, nous l'avons épuisé, c'est ça ou nous y reviendrons? Non, on va y revenir. D'accord, très bien. Parce que j'aimerais, voilà, j'aimerais dire 2 ou 3 choses. Vous l'avez quand même déjà suffisamment défendu, suffisamment vendu. Non, je vais dire 2 ou 3 choses complémentairement, si vous le permettez. Mais avant, puisque vous me demandez, oui, l'appréciation, je l'ai. Je l'ai pour 2 raisons. Je l'ai parce que je suis juriste. Et j'ai eu la présence d'esprit d'apporter ici, lorsque je venais à cette émission, sur ce plateau, les lois électorales en République du Bénin. Les dernières lois. Les dernières lois, celles de 3 janvier 2011. Alors, par rapport à cette loi, si ma lecture est correcte, les candidatures doivent être déposées dans les mains de la Sénat 1 mois avant le début de la campagne électorale. Le début de la campagne électorale, je ne saurais vous dire quand, mais entre le 12 et le 13, ça veut dire qu'entre le 11 et le 12 janvier dernier, la Sénat devrait être là, visible, pour que, ainsi que ses démembrements, pour que les candidats puissent déposer par devant cette institution leur dossier de candidature. Vous vous rendez compte avec moi que sera bien malin qui dira quand cette Sénat va être montée. Deuxième source d'inquiétude en ma qualité de juriste, la loi dit que la liste électorale informatisée, qui doit servir de base à ces élections-ci, en tout cas si je m'en crois à la décision de la Cour constitutionnelle dans ce sens,
cette liste électorale doit être prête entre 120 et 130 jours avant le scrutin. Est-ce que nous sommes dans ce cas de figure? Alors, quelle loi applique-t-on véritablement à ces élections-ci? Donc, ma première source d'inquiétude est là. Ma deuxième source d'inquiétude, c'est en ma qualité de membre de la coalition ABT, nous qui allons aux élections pour la première fois, si les choses se font de manière désordonnée, sans boussole, dans la précipitation, on est légitime d'avoir des appréhensions. On est fondé à avoir des appréhensions, et ces appréhensions, je les ai comme la plupart des acteurs politiques, sauf ceux qui organisent eux-mêmes le cafouillage. Alors donc, vous dites, la CPS Lépi nous a promis cette liste pour le 15 février, à cette date-là. À cette date, nous serons à moins de 2 semaines. À 12 jours de la tenue du scrutin. Et je ne sais plus quel sera le fondement de cette liste électorale. Quel sera le fondement juridique de cette liste électorale permanente. Mais vous irez quand même aux élections malgré cela? Non, les élections, disons que je ne décide pas tout seul qu'on va ou qu'on n'ira pas aux élections. Vous êtes d'accord avec moi? Je veux dire, malgré cette incorrection, malgré cette incorrection légale que vous critiquez, si les conditions d'une élection transparente étaient remplies, venaient à être remplies, si tous les acteurs sont assurés que le jeu va être franc et transparent, mais les élections... Malgré cette inconscience de calendrier, c'est une évidence. Nous irons quand même. C'est une évidence d'aller aux élections, car nous ne pourrons pas faire autrement pour prendre le pouvoir, car nous tenons à le prendre par les urnes. Et surtout que le 6 avril, on doit pouvoir doter le peuple béninois d'un président de la République. Maître Dossa, votre coalition ira aux élections, sans doute. Comment est-ce que vous comptez gagner? Où est-ce que le phénomène, mettons, la fièvre ABT véritablement se remarque dans le pays? Où sont les fiefs de ABT? Comment comptez-vous gagner les élections? Comment comptez-vous surtout devancer Boniaï ou Adrien Mbedji? Bon, je ne dirais pas faire de comparaison par rapport à tel ou à tel candidat, mais ce que je peux vous dire... Parce que ce sont là vos plus gros clients. Vous devez le reconnaître. C'est que, oui, mais le problème, c'est que nous avons le vent en poupe, et je peux vous en assurer, car... Avoir le vent en poupe, qu'est-ce qui vous permet de le dire concrètement? Ce qui nous permet... C'est de la théorie ou c'est du concret? Vous avez le vent en poupe. C'est du concret. Oui. Je travaille avec quelqu'un qui n'aime pas trop la théorie. Oui. C'est du concret, cela nous vient des adhésions massives, multiformes, et de personnalités que vous n'imaginerez pas. Merci. Et qui se développeront quelques jours. Je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question, parlant de ces personnalités qui adhèrent depuis un moment et massivement, selon vos propos, à la famille ABT. Le jour de l'investiture de votre candidat, vous avez annoncé, Maître Dossa Olutrain, qu'il y aurait 4 ministres du gouvernement de Boniaï et qui seraient estampillés ABT. Les téléspectateurs veulent bien connaître ces 4 ministres. Non. Ça, si ce n'est pas trop difficile pour vous. Non, ce n'est pas trop difficile, mais vous comprenez que je ne vous dirai pas le nom de ces ministres, et comme je ne vous dirai pas... Quelques indices. Non, comme je ne vous dirai pas le nom... Juste, comme je ne vous dirai pas... stratégie politique, non, vous avez lancé cette phrase-là. Pas du tout, comme je ne vous dirai pas le nom de plusieurs autres personnalités de haut niveau qui sont avec nous. Nous sommes à les élections. Mais les élections, de la clarification. Les élections, ce n'est pas de la clandestinité, vous les verrez, c'est une opération publique, vous les verrez. Mais avant cela, je crois que nous avons à maintenir aux adhésions massives et multiformes qui nous viennent de toutes parts, aux sollicitations multiformes. Je crois que nous avons véritablement le vent en poupe. Et quoique on fasse tout pour nous décourager, qu'on matraque nos militants sur le terrain, qu'on les mette en prison, qu'on interdise des manifestations ça et là des militants ABT. La troupe tient bon à le moral et nous comptons. Les fiefs de ABT, puisque à Diougou, sa ville natale, on voit de plus en plus des manifestations de ceux du camp d'en face, notamment le FCBE, pour prouver
à la famille Abété qu'en fait, à Djougou, vous n'avez pas vraiment le droit de citer, vous n'êtes pas Pourtant, condamné. on dit que la Donga est un des principaux fiefs de l'Abété. Non, je ne partage pas votre lecture. Sans oublier au passage le discours des rois. Non, oui, je vais vous répondre. C'est une lecture tout à fait partisane. Hein. Nos adversaires politiques diraient la même chose. Le fief de l'ABT, c'est partout dans le pays. C'est fief, c'est partout. Parce que d'abord, il est le candidat de l'unité nationale et ensuite, il est le candidat de la cohésion nationale. Alors, c'est fief, c'est partout. Pour parler de la Donga, je vous donnerai peut-être rendez-vous dans quelques jours encore et vous vous rendez compte que nos fiefs, c'est partout dans le pays. Mais plus spécifiquement, en ce qui concerne la Donga, son pays natal, sa région natale, je voudrais vous renvoyer à la déclaration de ma camarade, puisque nous sommes à la coalition BT ensemble, la brave députée Afo-Diobo. Sa déclaration était claire et je crois qu'on peut s'en tenir à cela. Quant au roi de la Donga, vous avez suivi aussi les déclarations de la même députée sur ces questions. Malheureusement, il faut le répéter, nos rois sont aujourd'hui chosifiés. Et beaucoup d'entre eux ne représentent pas le poids électoral que certains leur donnent. Plus précisément, le roi de Djougou. Vous avez suivi ce qui s'est passé, mais son fils, son propre-fils, est dans le camp. Entre la parole du roi et celle du fils. Et il a fait une déclaration, mais un roi qui ne réussit pas à au moins mobiliser sa propre famille pour son option politique. Peut-il mobiliser son royaume? C'est la question que je vous pose à vous. Alors vous savez qu'il y a parfois des révolutions ou des divergences du palais, hein? C'est possible. Ne pas avoir de grand impact sur la parole du roi. C'est possible. C'est possible. Mais à Djougou, il n'a aucun problème. C'est sa ville natale. La région ne pose aucun problème. Il est soutenu. On ne peut lui faire aucun ennui dans cette région. Monsieur de Sa, comme vous l'avez dit, on va revenir sur 2 ou 3 choses pour compléter vos propos en ce qui concerne votre projet de société. Mais avant cela, une dernière question liée aux élections. Ce que vous souhaitez, c'est d'être gagnant et de gravir les marches de la Marina au soir du 6 avril, n'est-ce pas? Bien entendu, voilà. Et par la grâce de Dieu, nous le ferons. Oui, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que souhaitent vos militants. Tout à fait. Et on ne sait pas si c'est ce que dira le peuple. Tout à fait, tout à fait. Du 27 février jusqu'au second tour. Alors, au cas où, parce que le bon sportif est celui qui a le fair play et qui peut perdre aussi. Au cas où vous ne seriez pas au second tour, cela est dans l'ordre du possible. Que fera la coalition ABT si c'est par exemple Mbedji et Boriaï qui étaient au second tour? Que dira ABT en termes de consigne de vote? Je vais vous répondre franchement. Oui, nous ne sommes pas du tout dans cet état d'esprit. Vous devrez pouvoir le prévoir en tant que quelqu'un qui va... Quand on va à une compétition, il faut pouvoir prévoir la réussite ou l'échec. Et en cas d'échec, qu'est-ce qu'on fera? Si vous ne l'avez pas maintenant, ça veut dire que vous n'allez pas à la compétition avec un esprit fair play. Nous allons à la compétition avec un esprit fair play. Que ferez-vous alors? Nul doute. Oui, que ferez-vous alors? Mais ce sont des questions qui nécessitent, vous savez, un débat de grande envergure. Ce débat n'a pas eu lieu. Et je ne peux pas, en ma seule qualité de porte-parole, vous dire qu'on fera tel ou tel. Mais tel n'est pas notre schéma aujourd'hui. Notre schéma, c'est que nous allons au second tour. Voilà. Nous allons venir, vous allez répondre, faire les compliments que vous souhaitez, en répondant aussi à 2 ou 3 questions envoyées par les téléspectateurs. Quelqu'un dit, quelles sont les réelles motivations de ABT pour qu'il se porte candidat? Alors, les réelles motivations de ABT pour qu'il se porte au pouvoir, nous l'avons dit. Peut-être que ça ne paraissait pas très clair à ce téléspectateur. ABT a une conviction. Et puis, cette conviction, il a fondée à partir de son observation et de ses expériences. Il dit, les Béninois ont une dynamisme extraordinaire. Ils font beaucoup de choses pour leur pays. Et pourquoi ne sont-ils pas en mesure de réussir chez eux ce qu'ils réussissent ailleurs? Pourquoi les Béninois ne peuvent-ils pas réussir ce qu'ils réussissent ailleurs, chez eux, dans leur propre pays? Alors, fort de cela, il se dit, il faut, par rapport au marasme économique, par rapport au déclin de la démocratie, par rapport
au déclin du système de la politique sociale du gouvernement actuel par rapport à toute la gabégie, toute la corruption ambiante, etc. Bref, tout. Il faut prendre le pouvoir et gouverner autrement. Il faut pouvoir prendre le pouvoir et proposer aux Béninois leur faire une nouvelle offre de gouvernance. Okay. Donc c'est ça la motivation. Gouverner Alors, mieux. Une autre personne Et demande, corriger tout cela. Voilà. Quel est le programme de société de APT? Vous avez commencé à en parler, vous avez des compléments à faire. Oui, j'ai quelques compléments. Oui. Les premiers compléments vous concerneraient. Ils pensent que pour démocratiser davantage le pays, vous m'en posez la question, il faut donner la palme d'or à la presse. Vous ne serez pas malheureux qu'ils veillent dépénaliser les délits de presse. Cela est une nouvelle que vous devriez accueillir. Boniaï l'a promis, seulement que ce n'est pas encore effectif. Ici, ça va se faire. Boniaï l'a promis officiellement, c'est dans un communiqué du Conseil des ministres, dépénaliser les délits de presse. Mon candidat n'est pas un homme de vaines promesses, il est un homme de parole. Alors, il va libéraliser l'accès aux fréquences radio, démocratiser l'accès à la TV et puis vulgariser l'accès à l'Internet, particulièrement en ce qui concerne nos universités. Ça nous permettra d'améliorer la chute de notre classement en ce qui concerne le respect des libertés de la presse. Ça, je l'ai dit. Il va au plan politique, j'ajouterai ces deux petits points pour finir au plan politique. Il pense que par rapport à la manière dont les choses se font dans la région et aux réalités sociologiques du pays, il faut un poste de Premier ministre qui aura de réels pouvoirs. Un Premier ministre? Oui. On va revenir dans les années 96 à 98, où on a parlé de Premier ministre Fayo. Pas forcément, il y en a dans toute la région. Comme ce n'est pas prévu dans la Constitution. Il aura. Dans la sous-région, c'est prévu par les constitutions, mais au Bénin, non. Il aura. Donc, c'est comme si Biachane avait une volonté de... Je rappelle, il a la nostalgie du passé. Il a fait des gouvernements où il y avait... Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'est pas nostalgique souvent. Il n'est pas nostalgique du passé. Il a travaillé aux côtés de Kérékou, non, c'est pour... qui a mis en place un Premier ministre non constitutionnel. Il a envie de reprendre l'expérience. Non, M. Oussou, non, pas du tout. C'est pour rééquilibrer simplement les choses. Pourquoi ne pas dire ministre d'État qui coordonne le gouvernement comme on l'a eu depuis fort longtemps? Non, un poste de Premier ministre. Un poste de Premier ministre, ça fait plus au sommet de l'État, donc les pouvoirs seront réels. Ce n'est pas donc un paillard qui va conduire efficacement l'action gouvernementale et assurer la coordination de cette action. Et cela, ça va représenter les deux pôles du pays et c'est intéressant également pour la paix sociale et l'unité nationale. Ensuite, les autres compléments au plan social, notre objectif c'est de créer une société plus juste et plus solidaire. Vous me direz que ce n'est pas concret. L'homme sera le centre de nos actions. Il faut valoriser l'homme, donner un peu plus de dignité à l'homme, l'emploi, leur donner l'accès à l'eau, à l'électricité, à la formation, à l'éducation. Vous savez que plus de 50% de nos compatriotes ne sont pas alphabétisés. Vous ne pouvez pas développer un pays dans cela. Monsieur Doussa, plus concrètement, par rapport à la question de l'emploi, j'aurais aimé que vous soyez plus concret. On a vu ce que Boni a fait jusque-là. On peut avoir là-dessus son opinion. On a entendu les propositions de Maître Adrien Mbédié en ce qui concerne l'emploi des jeunes et des jeunes déscolarisés qui ont appris un métier et des jeunes qui sortent de nos universités. Lui, il a fait ces propositions. De façon concrète, un jeune qui sort de notre université avec un BTS ou un DUT ou une licence ou un master, qu'est-ce que vous prévoyez pour lui? Ou bien un autre jeune qui a fait l'apprentissage, qui vient d'avoir son diplôme de chez son patron, qu'est-ce que vous proposez pour ces jeunes-là? Parce que c'est ça le débat aujourd'hui. Oui, c'est ça le débat. Il y a 72% de jeunes au chômage, selon vos chiffres. Ce chiffre qui reste à vérifier par ailleurs. Vérifier, vous verrez. Et le débat est là. Et le débat, nous l'avons bien perçu. C'est pourquoi quand vous me dites brutalement, vous faites quoi? La problématique est ailleurs. La problématique, c'est l'adéquation formation-emploi. C'est ce que vous dites. On fait une formation qui permet aux jeunes de trouver de l'emploi dans le pays. Donc nous allons accorder une grande priorité à cette adéquation formation-emploi. Et de manière concrète, tous les secteurs seront concernés. Quand nous parlons de 50 000 emplois par an, c'est tous les secteurs. Ça, c'est du concret. Vous allez créer 50 000 emplois par an. Pas tous les secteurs. Tous les secteurs confondus. C'est-à-dire le secteur public qui comprend l'État central, les collectivités locales, le secteur privé, le secteur paraprivé, etc. Et l'État qui crée un environnement propice aux affaires, qui compte booster la croissance à 8% à l'horizon 2015, pourra générer les ressources avec les ressources liées à la réduction du train de vie de l'État
pour pouvoir financer ces nouveaux chantiers. Ce chiffre de 50 000 emplois, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un piège dans ce pays? On a entendu quelqu'un nous parler de 20 000 emplois. Il a été largement critiqué. On lui a dit que c'était démagogique. Est-ce que Biot Thiané n'est pas en train de faire de la démagogie multipliée par 2,5%? Passer de 20 000 à 50 000, ça fait 2,5%. C'est-à-dire qu'il serait démagogique 2,5 fois ce que était l'autre dont je ne vais pas citer le nom. Non, non. Est-ce que ce n'est pas cela? Vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui fait de la démagogie. Vous avez affaire à quelqu'un... Encore que ce n'est pas moi qui dis que l'autre était démagogique. Ce sont ces adversaires politiques qui, à l'époque, l'ont dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Non, je vous rassure. Oui, vous allez-y. avez affaire à quelqu'un qui prend les choses au sérieux. Et ce sont des choses sérieuses. Oui. Vous ne pouvez pas booster l'économie si vous ne boostez pas la consommation. Vous ne pouvez pas booster la consommation si vous ne créez pas des emplois. Et les emplois, ce n'est pas des emplois étatiques que l'État même crée. Créer un environnement favorable à la création des emplois, c'est aussi créer des emplois. Et les opportunités sont nombreuses dans le pays. Voilà. Si vous avez fini vos compléments, on va prendre une ou deux questions encore oui, avant d'aller à la conclusion. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Quelques minutes et nous je allons vous finir dirai quand même deux choses sur les jeunes, Oui. et particulièrement sur les femmes. Donc, ces deux catégories qui sont importantes. Les jeunes, bien évidemment, l'emploi, la formation les concerne, mais tous les problèmes liés à leurs loisirs, à leurs jeux, à leur sport, etc. C'est pour cela que nous avons prévu de faire dans les 4 départements du pays qui n'en ont pas des stades, qui en sont dépourvus, et faire de la promotion du sport véritablement à la fois d'élite que de sport habituel. Et puis la culture, également créer une école des arts bien évidemment, mais un grand théâtre national également au bénéfice des dames. Et pour les femmes, améliorer leur accès à la microfinance, changer les plafonds. Passons de 30 000 à 100 000, individuels, et pour les groupes à 1 million de francs. 1 million de francs. Alors, juste une ou deux questions. Et les accompagner davantage. Juste une ou deux questions pour finir. Le docteur Kessler Tchala pense qu'il faut transférer, je crois qu'il a dit sur ce plateau il y a 3 ou 4 jours, transférer la présidence, les ministères à Porte-Nouveau. Est-ce que la coalition ABT pense la même chose? Non, ce n'est pas encore l'objet de nos discussions. Bon, quelqu'un dit, l'affaire ICC, allons-nous être remboursés si ABT vient au pouvoir? Ça, c'est concret comme question. Non, c'est une question difficile. Ce qui est intéressant, le quinquennat n'est pas terminé. Celui qui a gouverné est encore là et ils ne partiront que le 5 avril. L'idéal serait que ça soit remboursé. Les 158 milliards ou près de 180 milliards dont on parle maintenant, qui concernent 300 000 Béninois, qu'ils fassent l'effort de rembourser la vaste escroquerie que l'État même a avalisée. Mais l'État est une continuité. Si rien n'est fait, il est clair que toutes les plaies qui seront laissées, il va falloir trouver des moyens pour les penser. Je ne sais à quel rythme et je ne sais avec quelle fréquence. On va conclure. Il y a une question sur laquelle j'avais posé, les spectateurs insistent. J'avais demandé pour qui marcherait à ABT s'il venait en 3e position. Vous avez dit que vous n'avez pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Mais un autre dit, Maître Dossa... Et nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. Maître Dossa, mais nous apprenons, vous nous démentirez si c'est faux, nous apprenons dans les coulisses que la coalition ABT soutiendra le Boni Yayi au second tour. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. C'est une rumeur. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux, d'accord, ok. C'est faux. Ça veut dire quoi si le cas... Faux dans l'absolu, il ne faut pas envisager ce cas de figure, parce que c'est l'hypothèse dans laquelle on dit les gares du Nord sont ensemble, nous ne sommes pas dans ce schéma, donc c'est faux. Vous, c'est l'unité nationale. Non, c'est l'unité et la cohésion nationale. Ma dernière question, Maître Dossa, avant de conclure, pourquoi déménagez-vous la coalition BT? Nous déménageons parce que... Je rappelle que vous êtes en plein déménagement en ce moment, et le candidat lui-même, il est au front. Oui. Voilà. Non, nous déménageons pour la simple raison que... Est-ce que le quartier Benjamin Médé ne vous porte pas chance? Bien le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Bien le contraire. Nous devenons trop grands et nous sommes à l'étroit. Vous comprenez? Benjamin Médé n'est pas assez grand pour contenir... Non, nous avons un local plus grand. La foule... Et vous comprenez que l'un des signes de l'évolution, c'est lorsqu'on déménage dans un appartement plus vaste et plus cossu. Et c'est ce que nous faisons. Une belle réponse à cette question. Alors, je vais vous laisser dire votre mot de fin. Très bien. Je voudrais vous remercier, bien évidemment, mais je voudrais avant tout
dire trois petites choses en guise de mot de fin. La première chose, c'est la paix. J'appelle l'ensemble de nos compatriotes à la paix. Cette paix que m'a souhaité un ami ivoirien hier, en me disant « Je souhaite la paix pour ton pays, que ce qui arrive ici ne vous arrive pas et que les élections se passent en paix. » Car ceux qui aujourd'hui animent la violence ne savent pas jusqu'où on pourra aller et que tout le monde puisse avoir présent à l'esprit que la paix est nécessaire pour tout faire. Deuxième chose, et si vous le permettez, j'aimerais faire un témoignage personnel. Très rapidement. Très rapidement. Le témoignage, c'est que j'ai travaillé avec Abdoulaye Biotchane quand il était ministre de l'économie et des finances. J'étais son conseiller juridique et de cette collaboration, j'ai retenu l'image d'un homme pondéré, humble, loyal, attaché aux valeurs fondamentales. Et ça, je voulais le partager avec les Béninois. Et c'est parce que je voudrais partager cela avec eux que je leur demande, l'ensemble de nos compatriotes, particulièrement aux jeunes et aux femmes, aux handicapés, ces personnes pour qui on manifeste très peu d'intérêt souvent, que le Bénin est aujourd'hui complètement à terre et qu'il faudra une thérapie de choc pour le relever. Et cette thérapie de choc ne peut venir que de Abdoulaye Biotchane. Et je vous convie à voir son projet de société avec beaucoup d'attention, car, comme dit un proverbe dont je ne saurais vous dire l'origine, mais qui peut s'universaliser, si ton rêve ne s'est pas réalisé, c'est qu'il n'est pas assez beau. Et ce rêve est beau, faire un Bénin triomphant, un Bénin, nous ne sommes pas encore en campagne, un Bénin qui gagne, un Bénin qui prospère. Je vous remercie. Vous finissez cette émission comme vous l'avez commencé, Maître Dossa. Pour vous, hein, le bilan de Boni Yaye est absolument négatif, aucun point positif. Avec vous, Maître Dossa, nous avons approché l'apocalypse, pour ne pas dire que nous y sommes déjà, et face à cette copie pâle livrée par des banquiers, vous estimez qu'il faut que ça change, et pour que ça change, Maître Dossa, vous et les autres membres de la coalition ABT, vous proposez un autre banquier plutôt